Cette semaine, en manchette, perte d'un commanditaire important pour la foire gourmande, un coup dur pour la rentabilité du festival, un premier gala communautaire réussi pour la CDCT. On remet le rendez-vous à dans 2 ans. Situation difficile dans l'industrie forestière, un écosystème complet qui est fragilisé. Inauguration du skatepark de Saint-Bruno-de-Guigue, une idée venant des jeunes pour les jeunes. Ici William Maillé, bienvenue à votre Infotémis du 14 mai. Ce matin, on a perdu un gros commanditaire qui est Patrimoine Canada. Là, on fait des démarches, mais c'est 60 000 $, là, ça fait mal. Les organismes communautaires sont incontournables pour le développement du territoire. Pour des milliers de Témiscamiens, ils font la différence au quotidien pour la vie de tellement de gens. Une usine qui est celle de Chantier Chibougamau, Siribéarn ferme. Ça a des répercussions chez Unier, l'entreprise CIP. Ça pourrait avoir des répercussions chez LVL Global. Puis c'est important pour nous aussi de le faire éclairer, parce qu'on sait les jeunes, souvent c'est le soir, ils veulent se rassembler. Puis là, ça va être autour d'un sport puis d'une belle activité. Bonjour, mesdames, messieurs. Le dévoilement de la programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien avait lieu mardi dernier, le 7 mai, dans les bureaux de la ville de Ville-Marie. Vous avez pu entendre la semaine dernière la coordonnatrice de la foire avec la responsable des artisans et des exposants. Cette semaine, je me suis entretenu avec Bernard Flébus pour nous expliquer la grande différence de la foire cette année. Toute l'action va se passer sous le grand chapiteau. Il a également abordé la perte d'un gros commanditaire en Patrimoine Canada. Peux-tu nous donner des détails sur la différence de cette année? Tout se passe sous le même chapiteau, le grand chapiteau. Comment ça va se dérouler? Ça va être un joyeux bordel. C'est les débuts de la foire. Tu vois, les débuts de la foire, on avait un chapiteau plus petit, qui faisait 200 pieds par 60. Mais on avait un petit coin de spectacle. Tout a grossi. Maintenant, on a le plus gros chapiteau qui est en Abitibi-Témiscamingue. Et même, je pense, ailleurs, parce que on a essayé de soumissionner ailleurs pour avoir cette grandeur-là. Puis au Québec, là, il n'y a personne qui a ça. Donc, c'est 480 pieds. Et il se trouve que dedans, on a de la place. Là, c'est grand longtemps. Et donc, on va mettre nos spectacles à l'entrée. Et au fond, on met tout le reste, les exposants, souper gastronomique, cuisiniers en action. On a de la place en masse. On va juste un petit peu plus, je dirais, coller les activités. Là. Mais on se pilera pas ses pieds, là. Bien, un petit peu à certains moments, mais c'est ça aussi la fête. Tu sais, moi, s'il y a 15 pieds entre 2 visiteurs, là, je suis pas content. Je veux que ce soit plein, les gens, ils échangent, ils discutent. « Hey, regarde, t'as goûté à ça. » Donc, ça va être plus festif dans le fond. Mais ça nuit en rien, si tu veux, le fait d'enlever le chapiteau des spectacles, ça nuit en rien à la qualité de ce qu'on va offrir aux visiteurs. Même cette année, je te dirais, on upgrade là, vraiment à plein niveau. Au niveau gastronomique, cuisine en action, expérience gourmande, spectacle. Là-dessus, on va avoir des trucs, spectacles de rue avec des bouchées éphémères. Tu sais, on est vraiment allé... on s'est réinventé, là. Mais les jeunes, surtout. Vous avez essayé de refaire un peu votre expérience client, mettre un coup de jeune là-dedans? Oui, absolument. Ben regarde, tu sais, moi, je suis le plus vieux du CA. Ben non, il y a Pierre qui est plus vieux que moi. Mais les jeunes emmènent des idées, ça se renouvelle. Si tu veux, il y a la base, on vient pour goûter. Et après, ben, il y a plein de petites choses là, qui se greffent autour. Après 22 ans, il faut des fois changer un peu pour se garder au goût du jour. Et là, parler ça de... Ça va être, dès qu'on rentre dans le chapiteau, la grande scène qui va être installée avec tout qu'est-ce qui est le technique et les spectacles. On va traverser comme avant et on va voir, comment je dirais, ben, les musiciens en train de se préparer, puis on va les manger à l'autre bout, là. Et j'ai cru entendre pendant votre discours de début, vous avez perdu possiblement un commanditaire. Possiblement. Là, un matin, on a perdu un gros commanditaire qui est Patrimoine Canada. Là, on fait des démarches, mais c'est 60 000 $, là, ça fait mal. Je vous dirais que... Mais on est... Comment je vous dirais? On est créatif,
on va rebondir. Tu sais, je veux dire, monter un événement comme ça, c'est pas tout magique, ça tombe tout du ciel. Il faut des gens qui ont de la volonté, qui veulent se battre, convaincre des partenaires et autres. Là, tu sais, envahir la ville comme on le fait pendant plus d'une semaine, il faut, comment je dirais, il faut vendre de quoi qui a de l'allure au conseil de Ville-Marie, tu vois. Parce que le 60 000 il va pas pousser dans les arbres. Est-ce que vous avez pensé à un moyen de trouver une nouvelle façon d'aller chercher cet argent-là qui est essentiel? Ben, écoute, on va se réunir après ici pour voir comment on vire ça. Hein, mais tu vois, il faut vraiment, quand on élabore un événement, il faut faire face à tous ces imprévus. Puis je vous le partage parce que ça fait aussi partie de... C'est pas la première fois qu'on a une bad luck là, en cours de route. On a eu des bad luck pendant des événements. Mais regardez, en toute honnêteté, ben, on vous le partage. Je vous dirais, on a tous eu un petit coup de masse sur la tête aujourd'hui. Mais on va rebondir. Voilà. On perd pas d'espoir. On va avoir une belle foire cette année. Oui, écoutez, on est crinqué au bout, là. Oui, il y a une foire. Ça, inquiétez-vous pas, on va... S'il faut, j'irai vendre un de mes reins, là. Mais non, il y a une foire. Parfait. Merci, Bernard. Merci à vous. Au sujet des difficultés financières de la foire gourmande, nous avons rencontré lundi la préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, pour l'interroger sur les inquiétudes par rapport à la situation des festivals en région et leur survie. Il y a deux choses qu'il faut considérer là-dedans. L'ensemble, partout au Québec, l'ensemble des événements touristiques, des grands événements touristiques est frappé de plein fouet, mis à mal. On peut penser que c'est une conséquence de la pandémie. C'est le cas d'ailleurs. C'est aussi tout le requestionnement du secteur touristique sur les grands événements, les grands rassemblements. Si on met ça de côté, qu'on regarde ce qui se passe de façon particulière au Témiscamingue, c'est aussi une question des moyens qui étaient mis en place et qui, tranquillement, s'effritent. Toutes les subventions gouvernementales actuellement sont compromises. Les subventions qui viennent du gouvernement fédéral, les subventions qui viennent du palier québécois, elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir. On se souvient qu'il y a des déficits importants, une 50aine de milliards au fédéral, 11 milliards au Québec. Donc, le jeu se resserre vraiment beaucoup. La MRC dispose on ne dispose à toute fin utile pas de fonds pour soutenir des événements, la mission des événements, les événements sur une base récurrente. Alors, on doit regarder de quelle façon les événements peuvent se réinventer parce que c'est sous cet angle-là qu'on pourrait les accompagner. Et je vais faire la distinction vraiment avec le rodéo du camion parce que le rodéo du camion est une activité qui a toujours été très lucrative. À preuve, le rodéo remettait à des dizaines d'organismes sans but lucratif des sommes importantes pour leur mission. Le rodéo, la problématique, elle ne vient pas de la non-rentabilité de l'événement, elle provient d'une difficulté structurelle à utiliser un espace que le ministère des Transports et de la Mobilité durable ne veut plus rendre disponible pour l'événement, la côte de Notre-Dame-du-Nord. Alors, ça, c'est un des enjeux du rodéo. Ce n'est pas tant la rentabilité que, structurellement parlant, ils doivent se déplacer. Pour ce qui est de la foire gourmande, là, on a vraiment un enjeu de financement et de rentabilité. La question, pour nous, c'est de quelle manière on peut faire, dans le contexte où on n'a pas de moyens pour faire un accompagnement concret avec la foire gourmande. Parce qu'à part mettre de la pression, on peut pas faire grand-chose? Bien, les sommes dont dispose la MRC ne peuvent pas servir à la récurrence d'activités. Une foire gourmande qui a 21 ans, qui fêtera cette année sa 21e édition ou 22e édition, bien, les budgets dont on dispose ne peuvent pas servir à soutenir un événement de cette nature-là. Donc,
On pourrait dire on va donner de l'argent, mais au final, il faudrait aller chercher ça dans la poche de tous les citoyens du territoire. Les fonds région ruralité dont on dispose ne peuvent pas servir à ce genre d'activité-là. Alors, on est à la recherche, on est inventif là, quand même. Cette année, on va pouvoir contribuer, mais quelques milliers de dollars. Et on a été inventif pour passer par le biais d'autres mécanismes que des aides directes à la foire gourmande. Mais il faut vraiment, oui, on peut revendiquer, oui, on peut rappeler l'importance de l'événement, oui, on doit voir à ce que des activités comme celle-là soient maintenues. C'est important pour notre territoire. C'est une belle vitrine pour le Témiscamingue. C'est une belle vitrine pour les producteurs et les transformateurs agroalimentaires. Donc, il faut voir de quelle manière on pourra le faire. Est-ce que ça implique des changements dans la manière de tenir la foire gourmande? Est-ce que ça implique des actions différentes? Probablement. Cette réflexion-là, toutefois, elle appartient à la foire gourmande. Dans la mesure de ce que nous, on peut faire, on accompagnera les changements s'ils viennent, mais on reste avec bien peu de moyens par rapport à des besoins comme ceux-là. Le premier gala communautaire de la CDC du Témiscamingue prenait place au Centre Richelieu de Lorrainville jeudi dernier. Dans le but de célébrer et de souligner les accomplissements des organismes communautaires témiscamiens, le gala a récompensé le projet Pivoter, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des jeunes du Témiscamingue, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue, Alpha Témis, et la Maison de la famille de Témiscamingue. La coordonnatrice de la CDCT, Stéphanie Hein, nous raconte comment elle a vécu la première du gala. Vraiment contente. On a eu des super beaux commentaires. Les gens sont heureux. Ça a permis souvent à les équipes de travail à prendre un temps d'arrêt avec leurs bénévoles aussi, leur CA. Donc, que des beaux commentaires là, de la soirée. J'ai cru voir tout au long de la soirée, on a utilisé ça pour bien les organismes comme un peu un moment de réseautage et de célébrer en gang communautaire. Effectivement, on est habitué de se voir dans le cadre de rencontres avec des thématiques, avec des sujets à traiter, avec des ordres du jour. Donc là, c'était vraiment le côté informel, de se voir en soirée aussi. Ça nous sortait vraiment de notre cadre, puis ça faisait vraiment du bien. Et c'est quoi le message qu'on veut particulièrement transmettre avec... C'est le premier gala communautaire. Est-ce qu'on veut faire ça une tradition pour ultimement reconnaître l'implication de plusieurs organismes et d'individus dans le communautaire? On viserait de faire ça aux 2 ans parce qu'on voit que c'est un besoin. Puis pour nous, comme je l'ai dit en introduction, les organismes communautaires sont incontournables pour le développement du territoire, sont incontournables pour des milliers de Témiscamiens. Ils font la différence au quotidien pour la vie de tellement de gens. Puis ils restent dans l'ombre. La majorité du temps, les gens ne les reconnaissent pas ou ils sont peu connus. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle vitrine de le faire sous forme de gala. Donc, effectivement, là, c'est certain qu'on aimerait ça refaire l'événement. Est-ce qu'on a pensé à un moyen de peut-être aller chercher un côté plus jeune dans l'aspect communautaire? Parce que là, on a vu, il y a beaucoup de personnes que c'est des 30 ans, 25 ans. Est-ce qu'on voit qu'il y a une volonté, des fois, des plus jeunes de se lancer dans le communautaire? En fait, les CA sont quand même très diversifiés. On a 2 maisons des jeunes qui ont des membres, des adolescents qui sont sur les conseils d'administration. Donc, il y a de la relève au niveau du bénévolat. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, on a décidé de souligner là, des bénévoles depuis longtemps parce qu'on trouvait ça quand même exemplaire. Mais non, moi, j'ai bon espoir pour la relève là, au niveau des bénévoles. Alors, si on a un mot à lancer à la population pour ce qui est d'encourager les organismes communautaires ou de s'impliquer? Oui, on peut s'impliquer auprès des organismes communautaires. On peut aussi les reconnaître pour ce qu'elles sont. Elles font vraiment la différence pour des milliers de Témiscamiens. Puis elles sont partout dans notre vie. Des fois, on s'en rend même pas compte, mais tout le monde est touché par des activités de sensibilisation, par des activités qu'ils donnent au grand public, par des centres de jour aussi qu'ils ont. Donc, ils font vraiment la différence, puis ils font vraiment partie du paysage témiscamien. Merci, Stéphanie. Merci. La fermeture de l'usine de production de cellulose de Témiscamingue était prévisible, selon le fondateur de Tembec, Franck Dottori. En 2017,
Rayam a acheté Tembec pour une somme colossale de 1,1 milliard de dollars. 4 ans plus tard, Rayam a vendu 6 de ses scieries pour seulement conserver celle de Témiscamingue. M. Dottori, qui a fondé la forestière Tembec en 1973 dans des circonstances similaires à aujourd'hui, raconte que c'était évident que cette annonce s'en venait. La compagnie prenait toutes les technologies de haute qualité et hautement rentables et les envoyait aux États-Unis, laissant seulement les produits à faible marge de profit au Témiscamingue. C'est ce qu'International Paper a fait dans les années 70. C'est exactement la même histoire qui se répète, affirme l'homme d'affaires maintenant âgé de 86 ans. International Paper avait alors annoncé la fermeture de l'usine de Témiscamingue. M. Dottori a pris part à sa relance et a été à la tête de l'entreprise jusqu'en 2006. Il est outré devant le manque de considération sociale de Rayam envers les gens de la ville. Il est bien conscient que la compagnie a mis la main sur l'usine de Témiscamingue pour utiliser l'expertise acquise par Tembec pour transférer les recettes les plus payantes à son usine de Jacksonville et dans une autre usine en France. Frank Dottori est très émotif face à cette situation. « C'est comme si quelqu'un tuait mon bébé », dit-il. Il assure qu'il n'aurait jamais fait une telle transaction s'il avait été encore à la tête de Tembec en 2017, au moment de la vente. Il comprend difficilement comment le gouvernement provincial et fédéral a approuvé la vente. Du côté du gouvernement du Québec, on répète qu'il est important de garder la porte ouverte aux investisseurs étrangers dans le secteur forestier, mais qu'il faut trouver un équilibre entre le développement économique et la protection de la biodiversité. Pour les mesures que la MRC et le gouvernement peuvent prendre pour stopper l'hémorragie dans l'industrie forestière, nous avons questionné Mme la préfète de la MRC sur les possibilités qui s'offrent à eux. On n'a aucun moyen, ni comme monde municipal, ni comme gouvernement, d'empêcher des transactions d'entreprises privées vers d'autres propriétaires qui ne soient pas issus soit du Québec, de notre collectivité, du Québec ou du Canada. C'est le secteur privé, c'est le libre marché. Alors, on n'a pas de moyens d'empêcher ces transactions-là. Moi, je reviens à la crise forestière que vit le Témiscamingue. On va se faire un portrait assez clair. Le Témiscamingue, ce n'est pas une forêt boréale. On vit en forêt mixte. C'est une forêt méridionale avec beaucoup de feuillus, alors que les usines sont développées pour travailler plutôt le bois résineux. Donc, l'imbrication, l'interrelation qui existe entre toutes les usines au Témiscamingue, elle est majeure. Parce que la scierie Béarn qui appartient à Chantier-Chibougamau, fait les travaux forestiers et livre du bois. Il y a une entente pour livrer du bois feuillu à d'autres usines, par exemple LVL Global, et pour livrer du bois ou des copeaux à Rayam. C'est très imbriqué et c'est probablement un des seuls endroits au monde où c'est aussi imbriqué. Ça inclut également l'usine de Belle-Terre. Les usines de déroulage ont besoin de qualité de bois de déroulage et la partie de bois qui n'est pas déroulable s'en va à la pâte. On le voit, c'est un écosystème forestier qui est extrêmement, non seulement au niveau de la forêt, mais aussi au niveau des usines de transformation. C'est très, très, très imbriqué. D'où quand les usines se sont transigées de façon indépendante, on anticipait que ça pouvait entraîner des problèmes. Puis on le voit maintenant, une usine qui est celle de Chantier-Chibougamau, Scierie ferme, ça a des répercussions chez Anier, ça a des répercussions avec l'entreprise CIP, ça pourrait avoir des répercussions chez LVL Global. Il faut vraiment le considérer. Il y a un contexte sur le marché des matériaux de construction actuellement. Le bois a un marché très faible. Les entreprises, plusieurs usines, partout au Québec, même en Ontario, vendent à perte le bois. Il y a des coûts d'énergie qui ont explosé. Les taux d'intérêt n'aident pas l'industrie. Bref, il y a un ensemble de facteurs à considérer dans la crise actuelle. Est-ce qu'on pouvait la voir venir?
C'est pas seulement une question de transactions avec d'autres propriétaires qui viennent de l'étranger. C'est aussi contextuel au marché global du bois et c'est aussi contextuel par rapport au territoire témiscamien. Je reviens aux transactions avec les territoires étrangers ou des propriétaires étrangers au territoire. Ça a certainement des impacts. Actuellement, on perd la propriété d'une usine. Les décisions se prennent ailleurs par des gens qui n'ont pas les deux pieds sur le territoire. Les décisions et les bénéfices partent ailleurs. L'argent qui est généré à partir du territoire ici s'en va enrichir des actionnaires aux États-Unis. Mais plus encore, la propriété de l'usine, on l'a perdue. La propriété intellectuelle, les processus qui se passent dans l'usine, on les a aussi perdus. L'entreprise a délocalisé certaines activités qui étaient particulièrement rentables pour maintenir ici au Québec des activités qui étaient plus fragiles et moins rentables. On le voit, les impacts sont directs chez nous. Alors, il y a un ensemble de facteurs actuellement dans le territoire témiscamien. On les considère. On a peu de prise sur ces événements-là. Maintenant, il y en a des éléments sur lesquels on peut travailler. Outre le fait d'accompagner les employés, on peut demander au gouvernement, qui a augmenté de façon importante les frais, les redevances associées à la fibre ligneuse qui est récoltée, est-ce qu'on peut avoir une discussion sur les redevances et baisser ces redevances-là? Elles ont augmenté de 1 000 %. Est-ce que c'est logique dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement? La redevance, elle rapporte très peu au gouvernement quand on compare aux taxes et aux impôts payés par le personnel et dans le cours des activités forestières. Il y a des éléments comme celui-là sur lesquels on peut travailler. Il y a aussi une volonté ferme d'utiliser plus et mieux le bois dans toutes les infrastructures gouvernementales. L'ancien ministre de la Forêt, Pierre Dufour, avait introduit une notion pour prioriser l'usage du bois. Maintenant, on est toujours dans les appels d'offres municipaux, par exemple, on est toujours quelle est la meilleure soumission, la soumission la plus basse. La soumission la plus basse peut ne pas inclure du bois dans ces infrastructures. On devrait l'obliger. Pour tout ce qui est infrastructure québécoise, on devrait pouvoir l'obliger. Il y a des gestes comme celui-là, comme ceux-là, qui pourraient être mis de l'avant maintenant pour aider, pour accompagner l'industrie forestière. On ferme des usines ici au Témiscamingue. On est une des premières régions à ressentir l'impact de ça. Ça va arriver dans le nord du Québec, ça va arriver dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'Outaouais actuellement, sur la Côte-Nord, pour ce qui reste. Il faut y penser. On a une industrie forestière qui est mise à mal. C'est vraiment, vraiment urgent d'agir. Parce qu'en ce moment, est-ce qu'on a eu des retours des gouvernements, que ce soit provincial et fédéral, puisqu'on a entendu, vous les avez sollicités pour une aide urgente. Est-ce qu'on, à part des belles paroles, est-ce qu'on a déjà mis en branle des projets, des actions pour un changement? Déjà, dès que les premières fermetures ont été annoncées, notre député, Daniel Bernard, a été mis à contribution. Il rencontrait François Legault dès le mardi dernier, le 7 mai. Il rencontrait le bureau de François Legault et aujourd'hui, dans le prochain 2 heures, il y aura une rencontre à Témiscamingue, dans la ville de Témiscamingue, avec les maires de Témiscamingue-Kipawa, de Ville-Marie, de Belle-Terre, de Béarn, tous les maires concernés où il y a une usine qui fait travailler du monde. Ça se passe dès aujourd'hui. Dans les prochains 2 heures, on sera en rencontre aussi et on va répéter les mêmes demandes. Il y a un parc industriel aussi qui pourrait être avantageusement mis à jour. On pourrait contribuer vraiment accélérer la mise à jour ou la mise à niveau ou la modernisation des installations. Est-ce que ça peut être une demande qu'on fait maintenant qui permettrait de maintenir des gens en emploi dans une période où le bois se vend moins bien? C'est possible. Toutes ces demandes-là, ces options-là vont être soumises aujourd'hui aux ministres concernés. Clairement, nous, on ne cesse pas nos activités. La MRC fera dès mardi 14 mai une démarche directement auprès du bureau du premier ministre pour agir concrètement, rapidement, sur la crise que vit le Témiscamingue maintenant. L'inauguration du skatepark de Saint-Bruno-de-Guigues
avait lieu ce samedi au Parc Richelieu. D'une valeur de plus de 200 000 $, le projet a été réalisé par la municipalité dans l'optique d'offrir plus d'infrastructures récréatives à sa population. L'attaché de presse du député Daniel Bernard et Mme Claire Bolduc étaient présents pour représenter les enveloppes de 125 000 et de 30 000 $ qui ont été octroyées respectivement par les instances gouvernementales. L'investissement comprend aussi de nouvelles balançoires, de nouvelles lumières pour le terrain de balle, en plus de nouvelles lignes pour permettre de jouer au pickleball dans le terrain de tennis. Le maire de Saint-Bruno-de-Guigue, Richard Robert, nous explique ce que représente cette inauguration pour la municipalité. Bien, notre objectif du skatepark, probablement ça vient d'une demande. C'est les jeunes de la municipalité, portés par Émile Smith, qui sont venus au conseil municipal, qui ont fait la demande vraiment pour qu'on investisse dans des activités pour les adolescents, préadolescents et adolescents. Donc, depuis 2021, on a travaillé fort là-dessus. Puis le but, c'était vraiment d'offrir des activités pour ce créneau d'âge-là. T'sais, à un moment donné, on ne veut pas que les jeunes traînent dans le village à faire rien. Quand ils arrivent avec un projet mobilisateur comme ça, on ne pourra pas faire autrement qu'être emporté par l'idée et d'aller dans l'avant avec ça. Alors ça, c'est le conseil de la ville a décidé avec plusieurs jeunes, qu'il y était plusieurs, parce qu'il y avait seulement Émile, il était un groupe à vraiment vouloir avoir montré le besoin d'un skatepark ou d'une infrastructure pour les adolescents. Bien, je pense que c'est un besoin de l'ensemble des jeunes. C'était porté par Émile et un petit groupe de ses amis proches. Mais c'est sûr qu'on le voit aujourd'hui, là, c'est l'inauguration, puis il y a déjà plein de jeunes qui sont là. Là, on va avoir une formation tantôt, puis les gens vont commencer à s'équiper tranquillement. Puis c'est important pour nous aussi de le faire éclairer, parce qu'on sait les jeunes, souvent c'est le soir, ils veulent se rassembler. Puis là, ça va être autour d'un sport puis d'une belle activité au lieu de chercher à faire toutes sortes d'affaires dans le village. J'avais été chercher de l'aide de plus grands connaisseurs dans le domaine du skate. Je la municipalité, vous n'êtes peut-être pas les plus calés là-dedans, vous avez été chercher justement des conseils de gens qui se connaissent plus. Oui, on a consulté M. Bergeron là, de Skatepark qui vient de l'Abitibi. Puis c'est ça, vraiment, dans le fond, on a été chercher, autant pour la conception du parc, quels sont les modules nécessaires, qu'après ça, il est ici aujourd'hui pour nous montrer un peu quoi faire de la technique. Puis je suis sûr qu'ils seraient intéressés de revenir plus tard si on déciderait de faire une autre activité. Là. Vous n'avez pas seulement investi pour la tranche d'âge des adolescents, vous avez aussi adopté d'autres infrastructures pour rejoindre un peu tous les âges. Oui, bien, on en a profité aussi à travers ce 200 000 $-là qu'on a investi pour moderniser aussi notre jeu pour les 0-5 ans. C'est un module de jeu. Dans le fond, ça peut devenir une place familiale. Dans une famille, il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieux. Fait que là, on a mis un module 0-5 ans conforme aux normes d'aujourd'hui. On a aussi investi dans un parc de pickleball à travers notre terrain de tennis existant. Pickleball, ça s'adresse plus à des gens adultes et des gens qui sont plus âgés. À ce moment-là, même si des jeunes peuvent jouer, c'est un peu comme jouer au ping-pong, mais grandeur nature, si on peut dire. Là. Fait que, non, on a à cœur de faire bouger notre population puis que les gens soient contents et fiers de vivre à Guigue. Et toutes ces infrastructures-là, c'est plus l'été. Est-ce que ça va être ouvert jusqu'à tard à l'automne? Est-ce qu'on sait ça va être jusqu'à quand ça va être on va s'en occuper? Bien, dans le fond, c'est que ça va être disponible tant qu'il n'y aura pas de la neige. Du printemps aller jusqu'à l'automne. L'hiver, on a l'aréna qui mobilise beaucoup nos jeunes. Fait que ça faisait un beau tour de l'année d'avoir cette partie-là pour l'été. Parce que c'est sûr que l'hiver, il y a beaucoup de hockey puis de patin et de patinage ici à Saint-Bruno-de-Guigue. Vous avez parlé de l'aréna. On sent avec le vote qui a eu lieu pour justement vouloir la garder, on ressent du côté de la population qu'on souhaite garder des infrastructures et des activités dans la municipalité. Oui, c'est sûr qu'au niveau de l'aréna, c'est un gros dossier qui est porté sur plusieurs années. On aimerait ça que ça aille vite. Notre aréna a plus de 50 ans. Elle est due pour une cure de rajeunissement. On travaille présentement avec On a consulté la population. La population est derrière la municipalité. Ils disent oui, on veut la garder. On veut avoir une glace artificielle. On veut aussi qu'elle soit facilitante à d'autres activités tout au long de l'année, pas seulement l'hiver. C'est aussi à Saint-Bruno-de-Guigue une place de rassemblement. Il y a un restaurant dans l'aréna qui est ouvert à l'année. Fait que c'est important de la garder. Là, on est au stade avec les ingénieurs sur la conception des plans. Est-ce qu'on part de la bâtisse existante? Est-ce qu'on en bâtit une nouvelle? Fait que, là, on est vraiment dans ce processus-là pour se préparer après ça à rencontrer les programmes gouvernementaux.
parce que vous avez sûrement allé chercher de l'aide gouvernementale parce que pour le Témiscamingue, des arénas qui sont réfrigérés l'hiver, on n'en a pas des tonnes. Est-ce que eux, ils comptent vous appuyer également? On a un très bon discours présentement avec notre député Daniel Bernard et son attaché politique, M. Doherty. Donc, on travaille avec eux autres. Ils sont au courant du projet. Ils savent depuis longtemps qu'on leur a fait visiter l'aréna. Ils ont été à même de constater qu'elle a besoin d'amour. C'est un service qui est important au Témiscamingue. On a une aréna à Ville-Marie, une à Notre-Dame-du-Nord. Puis souvent, lors de tournois, les trois sont utilisés pour réussir à tenir le tournoi. C'est un beau complément. C'est pas une municipalité contre une autre, c'est une municipalité avec les autres de la région. Donc, on a bien à cœur de la garder. Merci, Richard. Merci. On évite le pire pour nos hôpitaux en région. Il ne devrait pas y avoir de fermeture cet été pour le service d'obstétrique de Ville-Marie et non plus pour l'urgence de Témiscamingue-Kippawa. Tout un soulagement après les annonces de la semaine dernière du président du syndicat du CISAT, Jean-Sébastien Blais. Il indiquait qu'on risque de subir des coupures de services dans les hôpitaux du CISAT avec la mise en place de nouveaux plans de contingence. Ça engendre que moins de professionnels de la santé venant d'agences privées travailleront en région cet été à cause des salaires plus faibles et un changement dans les appels d'offres qui ne permettront plus aux préposés aux bénéficiaires non formés de travailler pour le CISAT. Ces nouvelles mesures impacteront fortement le réseau de santé de l'Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement les soins aux aînés en CHSLD. L'Abitibi-Témiscamingue dépend fortement de la main-d'œuvre indépendante en santé, avec 700 employés issus du privé qui travaillent à chaque semaine au CISAT. Pour l'urgence de Témiscamingue-Kippawa, c'est jusqu'à 80 % du personnel qui provient du privé. Claire Bolduc nous parle de la nouvelle importante faite lundi. Alors, il y a à peu près une heure, la présidente directrice générale du CISAT a annoncé que les services prioritaires dans les 5 MRC jusqu'au 24 juin prochain sont maintenus. C'est une nouvelle encourageante, considérant les annonces et les sons de cloche qu'on avait eus la semaine dernière de fermeture d'urgence à Témiscamingue-Kippawa, de fermeture d'obstétrique à Ville-Marie. Ça n'arrivera pas. Il faut aussi se rappeler que c'est un changement. Le gouvernement a imposé aux CIS de tout le Québec de limiter graduellement pour notre région, mais de limiter l'utilisation du personnel provenant d'agences de placement en soins infirmiers. Dans ce contexte-là, ça présente un enjeu particulier pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On le sait. Maintenant, à moyen terme et pour la période des vacances estivales, Mme Roy annonce aussi que le travail se continue. Mais dans ce qu'on a entendu cet après-midi à 1h, c'est les services d'urgence, les services prioritaires, obstétriques, soins intensifs, les services d'urgence partout dans le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue sont maintenus et le travail se poursuit pour s'assurer que ce sera maintenu tout l'été aussi, durant les vacances estivales. Le personnel infirmier, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, tout le monde a droit à des vacances. Tout le monde a droit de pouvoir profiter d'un temps d'arrêt dans les activités. Alors, ça demeure un enjeu, là. Du 24 juin au 8 septembre, ça demeure un enjeu. Mais actuellement, il n'y a pas de fermeture anticipée pour les services prioritaires, tel que Mme Roy l'a annoncé cet après-midi. Alors, on peut assurer à la population du Témiscamienne qu'on devrait avoir des soins et pas trop attendre aux urgences et être victime de grandes fermetures pour cet été? Bien, pour la période du 24 juin au 8 septembre, on sera en discussion avec Mme Roy, mais jusqu'au 24 juin, actuellement, les services sont assurés. Je rappelle à la population que la première personne responsable de notre santé et de notre bien-être, c'est nous-mêmes. Alors, tout ce qu'on peut faire pour rester en forme, pour ne pas avoir à se déplacer vers des services d'urgence, pour ne pas avoir à solliciter des services médicaux, ça repose sur nos propres choix, nos propres décisions. Et c'est pas banal de le mentionner, là, c'est vraiment important de le dire parce que on a tendance à toujours penser que la santé, c'est les autres qui vont nous dire qu'on est en bonne forme.
on est en forme et on doit prendre soin de nous et des gens qui sont proches de nous. C'est la meilleure garantie de santé. C'est la meilleure garantie. Les meilleurs soins vont venir de nous. Alors, une bonne alimentation, une saine alimentation, faire les choix santé en fonction de nos budgets, de nos choix personnels, de l'activité physique, un bon sommeil. C'est des éléments simples pour la majorité des gens pour pouvoir rester en santé. Au-delà de ça, le travail qu'on fait comme monde municipal, on le fait les 5 MRC ensemble, c'est de continuer à promouvoir la région comme lieu de travail pour le personnel infirmier. C'est de continuer à accueillir et à faciliter l'accueil et l'enracinement du personnel infirmier qui vient d'ailleurs. Et c'est également de solliciter des mesures particulières pour la région pour être attractif pour de la main-d'œuvre en soins infirmiers. Là, on parle d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires. Alors, comme monde municipal, on ne s'ingérera pas dans le fonctionnement du réseau de la santé, mais on peut faciliter l'arrivée et l'enracinement de ces personnes-là quand elles choisissent de venir rester chez nous. Et on peut certainement solliciter des gouvernements une considération particulière pour le territoire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Merci, Claire. Je vous en prie. Bonne journée tout le monde. 3 entreprises témiscamiennes seront mises en valeur dans l'épisode de cette semaine d'Arrive en campagne. L'émission, dont le concept est d'amener des gens de la ville à découvrir des productions agricoles en région, suivra le parcours du lait de la ferme JMA Gauthier, de sa production, en passant par son transport jusqu'à sa transformation. L'animateur de l'émission, Bob le Chef, a pu visiter la ferme de Lorrainville et suivre le quotidien des propriétaires Jacqueline Gauthier et de sa fille Annick, qui ont remporté le prix du meilleur lait biologique au Québec en 2023. Après avoir vu la traite, l'émission a pu suivre le transport du lait qui s'est fait par Transport SLS jusqu'à la fromagerie au village. Une fois rendu à la fromagerie, le lait biologique est transformé et embouteillé sur place. La copropriétaire de la ferme, JMA Gauthier, Annick Gauthier, se dit fière d'offrir une belle visibilité à la région avec l'émission. Pour Anne Barrette de la fromagerie au village, c'est aussi l'occasion de montrer une facette du Témiscamingue et de l'agriculture qui est moins connue pour le grand public. L'émission, qui a été tournée en juin dernier, sera diffusée ce jeudi 16 mai à 19h30 sur les ondes de TVA. Une perquisition importante de drogue a été effectuée sur la rue Leblanc, Notre-Dame-du-Nord, lundi le 6 mai dernier. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation sur place de Denis Godin, 50 ans, qui a comparu le lendemain et a été gardé en détention. Une deuxième perquisition a eu lieu le mardi 7 mai, cette fois à Rouyn-Noranda. L'homme de 46 ans a été libéré après avoir été rencontré par les enquêteurs de la SQ. Il devrait revenir à la cour prochainement pour faire face à des accusations reliées aux stupéfiants et à la possession d'armes. Lors des 2 perquisitions, les policiers ont saisi au total près de 20 grammes de crack, 30 grammes de cannabis illicite, 20 grammes de cristal meth, en plus de nombreuses armes illégales et des quantités de drogue comme la cocaïne et de GHB. La SQ rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Un incendie a ravagé une maison du chemin du Carrefour à Béarn dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs camions de pompiers se sont déplacés pour tenter de sauver la bâtisse, mais en vain. La maison a été mise à terre le lendemain matin. Selon la Sûreté du Québec, le feu n'était pas d'origine criminelle. Au culturel, cette semaine au Témiscamingue, le cinéma du Rift présente le film de suspense Guerre civile ce mercredi 15 mai à 19h30. Vendredi et 16 mai à 19h30, ce sera le film La promesse d'Irena qui sera à l'affiche. Mettant en vedette la Québécoise Sophie Nélis, l'action se déroule dans une Pologne envahie par les nazis. Le Rift offre également des cours d'art pour les 6 à 12 ans,
Les Explorers jusqu'au 11 juin. Au coût de 115 $ pour 6 cours, l'atelier est présenté par l'artiste et médiatrice culturelle du Rift, Roxane Champoux. Pour le centre d'exposition du Rift, il sera fermé pour effectuer des rénovations jusqu'au 14 juin prochain. Pour les sports, 3 joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda font partie des équipes d'étoiles de la LHJMQ. L'attaquant vedette de la Meute, Antonin Véraud, qui a terminé au premier rang des marqueurs du circuit avec 107 points, se retrouve sur la première équipe d'étoiles. Le gardien de l'équipe, William Rousseau, le rejoint sur la première formation d'étoiles après avoir remporté le trophée Patrick Roy, décerné au meilleur gardien de la Ligue. Pour sa part, le défenseur des Huskies, Jérémy Langlois, se retrouve sur la deuxième équipe d'étoiles. Chez l'autre équipe abitibienne de la LHJMQ, les Foreurs, la saison a été moins propice aux mentions d'excellence. La troupe valdorienne a terminé bonne dernière au classement du circuit Tchétchénie, avec seulement 15 victoires en 68 matchs. Ils pourront toutefois se consoler en prenant la parole 2 fois lors des 3 premiers choix du repêchage de la LHJMQ, le 8 juin prochain à Moncton. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.